Yeshaya, un passage très connu du Navi Yeshaya qui nous retranscrit l'une des visions les plus célèbres, les plus profondes qu'ait eu un Navi. Il voit la façon dont les anges vont glorifier Akadosh Baruch Hu et qui va être la source, notre source d'inspiration à chaque fois qu'on va faire la Kedusha, la Kedishach, Venaharitzach, on dit à Hachem qu'on va le glorifier. Kenoam Siach Sod Sarfe Kodesh, comme les louanges agréables, profondes des anges. On s'apprête donc à le glorifier comme les anges le glorifient. Et d'où est-ce qu'on sait comment est-ce que les anges glorifient Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'on sait, qui est-ce qui sait comment les anges glorifient Hachem? Alors on dit qu'Akatuv al Yad Neviecha, on dit que cette façon de faire les louanges d'Hachem ont été retranscrites par ton Navi, de quel Navi il s'agit? De Yeshaya. Yeshaya donc a vu et décrit ce qu'il a vu, la façon dont les anges font l'éloge d'Hachem. Ils disent donc Vekarazé Elze Ve'amar Kadosh 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 Hachem Tzevakot Meloch Ol Haaretz Kevodo. Les anges donc glorifient Kadosh Baruch Hu en disant qu'il est Kadosh à 3 reprises. Meloch Ol Haaretz Kevodo, et que la terre est emplie de sa gloire. Et il faudrait comprendre, dans un premier temps, de façon très basique, qu'est-ce que cette description de la façon dont les anges glorifient Hachem, qu'est-ce qu'elle nous apporte à nous? Quel enseignement doit-on en tirer? Puisque seulement des prophéties qui sont chargées d'enseignement sont des prophéties qui ont été retranscrites, des prophéties qui sont des descriptions qui ne sont pas chargées d'enseignement, ne sont pas retranscrites. Donc forcément, la façon dont les anges vont glorifier Hachem est chargée d'enseignement. D'ailleurs, donc ça va être notre source d'inspiration. Et la question que nous soulèverons est quel enseignement doit-on tirer de la façon dont les anges glorifient Hachem? Premièrement, tout simplement, ça veut dire quoi? On sait qu'Hachem est immense, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est Kadosh, Melo Kol Haaretz Kevodo. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme enseignement? Alors, il va falloir expliquer 2 choses. Dans un premier temps, pourquoi 3 fois Kadosh? Quel est le sens de dire Kadosh à 3 reprises, Kadosh, Kadosh, Kadosh? Et quel est le sens de Melo Kol Haaretz Kevodo? Melo Kol Haaretz Kevodo, c'est-à-dire quoi? Que la terre est emplie de sa gloire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? C'est bon? La question est claire? Les questions sont claires. Voilà, alors on va essayer de voir. Alors ce que nous allons essayer de développer, et dans un premier temps, pour essayer un petit peu d'apporter un élément de réponse à cette haftara, c'est développer un peu le sens de la Kedusha. Pourquoi développer le sens de la Kedusha? D'abord, d'emblée, je dis en quoi ça concerne une femme juive développer la Kedusha. La Kedusha, ça concerne Baba Saleh, les grandes tzadikim, mais une femme, ça la concerne. En quoi la Kedusha? Alors, juste pour d'emblée montrer à quel point la Kedusha est pleine de sens pour une femme juive, sous la choupa, une femme juive s'engage à être Mekudeshet. Le Khatan propose à la Kala, si elle est prête, à être Mekudeshet. Et seulement une fois qu'elle accepte cet engagement de Mekudeshet, qui a pour étymologie, comme vous le savez, le mot Kadosh, une fois qu'elle accepte cet engagement d'être Mekudeshet, donc d'être Kedosha, uniquement là, le Khatan lui met la bague. C'est là, donc c'est l'engagement que prend la Kala, c'est d'être Mekudeshet. Si elle ne souhaite pas être Mekudeshet, c'est bizarre, alors pourquoi elle laisse le doigt tendu pour accueillir la bague? C'est la proposition que lui fait le Khatan. Est-elle prête, oui ou non, à être Mekudeshet? Et si elle accepte, si elle laisse le doigt tendu, qu'elle accepte cette bague, c'est qu'elle s'engage à être Mekudeshet. La question est, quel est le sens de Mekudeshet, qui a pour étymologie le mot Kedusha? Donc on voit déjà que la définition de Kedusha n'est pas un concept abstrait ou un concept très élevé, un concept très éloigné. C'est un concept qui concerne chaque femme juive. Avant son mariage, elle doit savoir à quoi elle s'engage. Quel est le sens, quel est donc cet engagement d'être Mekudeshet? Tout simplement. Quelle est la Kedusha et quel est l'engagement d'être Mekudeshet? Partagez-vous l'étonnement. Enfin, l'étonnement, plutôt l'interrogation. Est-ce que vous partagez l'interrogation ou pas? Ok.
Ça vous intéresse de savoir à quoi vous vous engagez? Ok, alors allons-y. Matan Torah, dans notre paracha, est aussi un mariage. Un quoi? Un mariage. Je sais pas, des occasions. Est aussi un mariage. La proposition qu'Hachem fait au Ham Israël dans le cadre de cette alliance, de ce mariage, la Mishnah décrit comme un mariage. Yom Chatunato Ze Matan Torah. Comme ça la Mishnah dit. Chazal nous décrivent donc l'événement du mont Sinaï comme étant un événement du mariage, d'une alliance entre Israël et Hachem. Quand Hachem propose au Ham Israël ce mariage ou cette alliance, plus précisément, il leur propose d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous connaissez? Vatem Tihuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Donc, l'engagement du Ham Israël avant Matan Torah aussi, c'est d'être un Goy Kadosh. À l'image de la femme juive qui s'engage avant son mariage d'être Mekudeshet, le Ham Israël avant son alliance avec Hachem s'engage à être un Goy Kadosh. Donc on voit que la Kedusha, le concept de Kedusha, c'est l'engagement avant toute alliance, avant tout mariage. Quel est donc cet engagement de Kedusha et pourquoi est-il si important? C'est l'essence de l'engagement avant un mariage, avant toute alliance. Quel est donc le sens de cette Kedusha? Pourquoi être Kadosh? C'est l'engagement préalable à une alliance. Voilà, j'appuie un petit peu la question. Maintenant, on va essayer d'y répondre. Ok? Quel est donc le concept de Kedusha et pourquoi est-il si indispensable? Voilà. Alors peut-être que pour la première fois de votre vie, vous allez étudier un petit Tosfot, l'idée d'un Tosfot. Vous savez ce que c'est un Tosfot? On l'étudie. Hein? Des fois, on a des idées de... Donc c'est pas la première fois que vous étudiez un Tosfot, ça que vous voulez dire. Très bien, ok. Oh, Hachem, vous avez du mérite. Super. Donc le Tosfot nous donne l'explication suivante. Pourquoi est-ce que Chazal, la Gemara, le Tosfot explique la Gemara, pourquoi est-ce que Chazal, sous la Choupa, on choisit donc le terme Mekudeshet pour décrire le mariage? Pourquoi? Est-ce que c'est pas plus cool, plus sympa, plus léger que le Khatan propose à la Kala qu'elle soit sa femme? Pourquoi est-ce que quand il lui enfile la bague, il lui dirait pas Areat Ishti? Pourquoi il dit Areat Mekudeshet? Pourquoi ce mot de Kedusha qui a une connotation un peu agressive, entre guillemets, un peu forte, un peu... Pourquoi est-ce que c'est ce terme que Chazal ont choisi pour que tout Khatan sous la Choupa demande à sa Kala de Mekudeshet? Pourquoi il ne dit pas un terme plus cool, Areat Ishti? Pourquoi ce terme Mekudeshet? Tosfot nous explique. Parce qu'en fait, quand on observe de plus près le mot Kedusha, il renferme en lui la vocation, l'engagement, la vocation à cet engagement de la Kala. Pourquoi? Nous dit Tosfot que le mot Kedusha a un double sens, qui sont en réalité deux facettes d'une même médaille. Le mot Kedusha signifie, dit Tosfot, que la Kala est séparée. Kadosh, quelque chose qui est Kadosh, quelque chose qui est séparé. Exclu, inaccessible pour tous, pour tout autre que le Khatan. Elle est Mekudeshet, ça veut dire inaccessible, exclu du cadre de tout autre lit pour être au Khatan. Donc elle se rend inaccessible d'une certaine façon, exclue de tout autre pour être au Khatan. Areat Mekudeshet, donc ça décrit
le statut de la Kala envers les autres, d'après cette interprétation, donc exclu de tous, inaccessible de tous, li pour être au Khatan. Ça, c'est donc la première interprétation que nous donne Tosfot de ce mot Mekudeshet. C'est clair? Seconde interprétation que nous donne Tosfot. Mekudeshet, ça veut dire destiné. Meyuchedet, réservé, consacré. Meyuchedet, destiné. Et là, le terme de Mekudeshet décrit son statut par rapport au Khatan. Dans le premier terme, dans la première signification, Mekudeshet signifie le statut de la Kala par rapport aux autres. Elle est exclue, inaccessible de tous, virgule, li, pour être au Khatan. Dans la seconde interprétation, Mekudeshet signifie consacré, destiné, réservé au Khatan. Donc là, ça définit le statut de la Kala par rapport au Khatan. Alors, la question, voilà, ça c'est la fin du Tosfot, fin de citation. La question que suscite la lecture de ce Tosfot est toute simple. A priori, Mekudeshet, les deux interprétations qui nous ont données de ce même mot sont totalement contraires l'une de l'autre. Alors, Mekudeshet, ça veut dire quoi? Séparé, exclu, inaccessible, ou bien destiné? Comment un mot peut-il avoir la même signification, une double signification? Le même mot, c'est pas une conséquence, on parle de la traduction du mot. Mais c'est pas contraire. Non, c'est pas contraire dans l'objectif, c'est vrai, mais a priori c'est contraire dans la définition du terme, a priori. Mais Mekudeshet signifie exclu ou destiné? C'est les deux. Je peux comprendre que l'un est le résultat de l'autre, c'est vrai, mais la définition du mot, du terme Mekudeshet. Alors vous avez raison, je vais expliquer tout de suite. Les deux sont vrais. Pourquoi? Parce qu'on parle de Kedusha dans quelque chose qui nous exige d'être consacré avec un caractère exclusif. Exclusivement consacré. Pas simplement consacré à 99%. C'est-à-dire destiné avec un caractère complet. 100%. Et parce que elle est destinée avec à 100%, le caractère exclusif fait que toute déviation porte à toute déviation à ce caractère donc pour lequel elle est destinée, c'est porter atteinte à sa vocation. C'est-à-dire, si on avait dit Areat Ishti tout simplement, on dit elle est sa femme, entre autres, elle a plusieurs chapeaux, plusieurs casquettes, plusieurs chapeaux, dont la femme, la mère de famille, la femme de... C'est une... Mekudeshet, ça veut dire que dorénavant, la vocation suprême dans sa vie, c'est sa maison. À 100%. Pas 99%. À 100%. Donc elle est destinée à 100%, ce qui fait que toute forme de déviation de ce à quoi elle était destinée, c'est d'une certaine façon, tout manquement, c'est une déviation à ce à quoi elle s'est engagée. Est-ce que vous voyez l'idée? Mekudeshet, ça veut dire être destiné avec un caractère exclusif. Et tout manquement, forcément, donc porte atteinte à ça. Mekudeshet est destiné, donc elle est forcément séparée des autres, inaccessible, parce que ce serait un manquement au caractère exclusif. Ah, ça veut dire pour autant. Non, je connais la question et soyez tranquille. Dans 2 secondes, je vais apporter la réponse. Je comprends. Vous dites, il faut être tout le temps chez soi, etc. Ne vous en faites pas. Ça, c'est donc dans un premier temps, le terme est Mekudeshet. D'accord? Là, je suis là juste pour traduire, expliquer ce terme. Là, on va essayer de l'approfondir. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ah, mais ça veut dire quoi? Quoi, tout le temps être chez nous? Qu'on peut pas aller manger une pizza, une glace? Non. Vadaï, qu'il faut qu'une femme, elle aille manger la pizza, la glace, le chocolat, et qu'elle aille en vacances où elle veut. Pardon? J'ai pas compris. Vadaï. Mais vous savez qu'il y a 2 façons de vivre les mêmes événements. Une femme goy va rentrer chez elle pour mieux ressortir dehors. C'est-à-dire sa carrière, c'est son objectif. Maintenant, elle ne peut pas dormir dehors. Il faut bien qu'elle ait un chez-soi pour se recharger. Mais ensuite, elle va se recharger chez elle
pour se réaliser dehors. Ça, c'est une femme goy. En fait, vous lui demandez, c'est quoi ton aspiration suprême? Mon aspiration suprême, dira la femme goy, c'est la carrière. Maintenant, il faut bien que je me recharge les batteries pour être performante dans ma carrière. Donc, je rentre chez moi. Donc, elle rentre chez elle pour mieux ressortir. Et observez un petit peu les femmes un peu connues européennes. C'est des miskenotes. Je crois que la majorité qui sont connues, en tout cas, n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que la famille, ça n'existe pas pour elles. Leur carrière, c'était l'essentiel et elles sont rentrées chez elles pour mieux ressortir. N'est-ce pas la chancelière allemande? Je ne crois pas qu'elle a d'enfants. Celle qui était Premier ministre anglaise, non plus, je ne crois pas qu'elle a d'enfants. La norvégienne non plus. Tout ça indique que, voilà, c'est le symbole de la femme goy, Miskena, qui rentre chez elle pour mieux ressortir. En fait, le dehors, c'est ça, c'est son... Le but n'est pas le moyen. Le but, c'est la maison. La maison, c'est le moyen. Le but, c'est la carrière. Elle va accrocher sur son bureau docteur en philosophie ou avocat à la cour, maître un tel. Alors que des fois, c'est aux dépens de sa famille. Ça veut dire que la famille doit être au centre. Une femme juive, elle peut être avocate. J'ai rien contre. Elle peut être expert comptable, elle peut être Premier ministre, je sais pas, mais enfin, elle peut... Hein? Ingénieur. Tu as compris? Ingénieur, parfait. Mais elle sera ingénieure pour mieux revenir chez elle. Elle ira à la cour, bien sûr que c'est possible. Elle va gagner de l'argent. Pourquoi elle travaille? Pour gagner de l'argent? Non, pas que. Ah, que pour gagner de l'argent. Alors là, il y a un problème, ouais. Ça, effectivement. Pour s'épanouir. Pour s'épanouir. Peut-être, mais elle peut s'épanouir quand elle mange une glace aussi, elle s'épanouit. Oui, mais les femmes d'aujourd'hui, elles doivent s'occuper. D'accord, elle s'occupe, elle va en vacances aussi, c'est pour s'épanouir. Mais la question, elle est... Certes, si on est d'accord. Mais, tout de suite, je vous écoutais. Mais, il y a s'épanouir, si elle a besoin de s'épanouir. Mais on s'épanouit pour réaliser notre vocation suprême. Vous savez, dans la vie, quand on a deux grands objectifs, finalement, quand on a l'habitude de courir 2 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Il faut avoir un objectif. Certes, il faut avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Mais il faut avoir une matara. Quoi, je voudrais ressembler à 70 ans. Vous ne pensez pas à ce que vous voudriez être à 70 ans. C'est rare, ouais, je comprends. Mais il faudrait voir, c'est quoi l'objectif de ma vie? C'est quoi qu'à 70 ans, j'ai dans mon CV avocate à la cour, gagné de grands procès, j'en sais rien, c'est ça? Ou bien je préfère avoir une famille sublime qui me gâtera et qui me remplira de satisfaction. C'est une question. Hein? Il y a des choix à faire. Évidemment, je suis là pour indiquer ce que la Torah nous propose. Et là, nous dit la Torah que si quelqu'un va décider de faire de sa carrière un objectif, en tant qu'objectif, pas en tant que moyen. Si elle a besoin de s'épanouir parce qu'elle doit être je ne sais quoi, tant mieux. Mais l'objectif suprême, c'est la famille. Ses enfants, son mari. C'est ça l'objectif suprême. Maintenant, il faut des fois gagner de l'argent, s'épanouir, se détendre. Tout ça, ok. Pardon? Que disiez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une contrainte, vous dites? Non, c'est contradictoire avec le fait qu'on nous dit qu'il faut prendre un mari avrère et qu'après il faut... Non, pas du tout. Pas du tout. Il ne peut pas être avrère et on ne peut pas rester à la maison non plus. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Ça fait 10 minutes que je parle exactement pour exclure ce que vous dites. J'ai pas dit qu'il faut rester à la maison. C'est pas ce que je dis. Alors on va pas faire la musique, on n'aime pas, on va pas faire France. Pourquoi? La pizza, vous l'aimez? La pizza, vous l'aimez? Peut-être pas. La glace, vous l'aimez. Pourquoi vous l'aimez? Pourquoi vous l'aimez? C'est une contradiction. Moi aussi, j'aime beaucoup de choses, mais j'ai un objectif suprême. Oui, je suis d'accord que vous passez la famille avant tout, mais maintenant, vous dites qu'on ne peut pas faire passer la carrière. Alors quand vous allez... Je ne comprends pas ce que vous dites. Quand vous allez travailler dans le travail que vous choisirez,
votre objectif, c'est d'être performante aux dépens de votre famille, ou bien votre objectif suprême, vous vous sentez que vous réalisez que vous atteignez votre objectif quand vous êtes chez vous. Mais si une personne je parle pas de la quantité de temps. Vous savez que ça ne change strictement rien. C'est pas une question de. La question elle est dans l'objectif. C'est qu'est-ce que finalement, quand j'ai la possibilité d'aller au boulot, je me sauve, ou bien quand j'ai la possibilité de rentrer chez moi, je rentre chez moi parce que je sais que c'est le Ika. Comment réussir à être performant dans un domaine si on prend le... Ça n'est aucunement contradictoire. Parce que si vous pouvez être très performante dans quelque chose que vous considérez comme accessoire à un objectif suprême. On peut être performante quand quelque chose est accessoire. Vous êtes bonne cuisinière. Ok? Ça existe? Ok. Pourquoi? Vous mangez pour vivre ou vous vivez pour manger? On vit pour Vous vivez pour manger? Ok. Et je vous demande à vous ce que vous pensez. Voilà, la réponse est évidente. Pourtant, vous prenez du plaisir dans cuisiner, non? Pourquoi? Pourtant, la cuisine est un moyen, c'est pas un objectif. On vit pas pour manger. Alors, prendre du plaisir dans quelque chose n'indique pas forcément qu'il est l'objectif suprême. C'est mieux? Mais par exemple, on a ce que je voyais, qu'est-ce que je disais au travail, c'est que, par exemple, si une femme elle travaille et elle a une augmentation, mais pour l'augmentation, elle doit avoir plus d'heures de travail. Alors c'est-à-dire qu'elle ne devrait pas prendre des heures de travail. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Que ce que vous avez besoin. Non, c'est pas ce qu'elle a dit, mais c'est pas grave, vous le dites vous. Ok, voilà. Y a pas de problème. Même lorsque vous devez avoir de plus d'heures de travail, la question elle est, vous le faites parce que c'est là-bas que vous réalisez, que vous sentez que c'est l'objectif suprême, ou bien j'ai besoin d'argent, par exemple, ou j'ai besoin de me détendre, disons, donc je le fais. Il faut savoir que le juif et le goy, je vais prendre cet exemple pour mettre en relief l'idée, font les mêmes choses. Le goy il mange et le juif il mange. Le goy il va en vacances et le juif, le Havdil, il va en vacances. Le goy il va en vacances, il travaille pour aller en vacances. Le juif il va en vacances pour mieux revenir travailler. Donc les deux travaillent, les deux vont en vacances. Est-ce que je vais en vacances pour mieux revenir travailler ou je travaille pour aller en vacances? La réponse est claire. Tout à fait, Khazak. Est-ce que je mange pour vivre ou je vis pour manger? Est-ce que je travaille? J'ai une maison et un boulot parce que ma maison est un moyen de me recharger pour être performant au travail, ou le travail me permet d'être performante chez moi. Des nuances immenses qui définissent l'objectif d'un homme et ce dans quoi il s'identifie profondément. Et dans quel but on travaille? Voilà, exactement. Est-ce que vous rentrez à la maison pour retourner travailler, parce que le travail c'est le but, ou bien vous travaillez? C'est pas un but le travail. Ouais, c'est un moyen. C'est un moyen de fonder quelque chose de sublime. Vous voulez fonder quoi? Un business super puissant, avoir 25 magasins, ou vous voulez fonder une maison avec des gens de qualité? Il y en a qui vous répondront 25 magasins. Voilà. Elle rentre chez elle, tac tic tac, il faut bien ne pas s'ennuyer entre les heures de boulot. Ou bien il y en a qui vont dire, moi j'ai pas besoin de 25, s'il faut 25 je le ferai, mais mon objectif suprême c'est ma maison. C'est là où je dois être la plus performante, c'est là où je dois réussir, c'est là où mon défi le plus important m'attend. Donc c'est pas une question de ce que je vais faire, mais dans quel objectif je vais le faire. Et quand je vais définir dans quel objectif je le fais, c'est ça qui va tout changer. Tout changer. Mais on a besoin aussi d'une activité intellectuelle pour... Aucun problème. Vous venez à des cours, il y a des activités intellectuelles, tout ça, mais vous comprenez? Alors, pas cours, non, allez. Vous voulez être prof de maths avec... Est-ce que ce que j'ai dit, c'est pas compréhensible? J'ai dit, oui, tout ce qui vous est indispensable. La glace, aussi, allez. Vous voulez être prof de maths, soyez prof de maths. En fait, c'est quel but tu vas donner à la salle? Vous voulez être prof de maths, pourquoi? Pour être prof de maths ou vous voulez être prof de maths pour être en forme, financièrement, psychologiquement, ce que vous voulez.
et pour pouvoir investir dans l'essentiel. C'est aussi parce que ça risait. Alors pensez à ça, voilà. Moi je vous propose de la matière à penser intellectuellement. J'ai dit ça? Ah, non. Non, voilà, ok. Alors vous réfléchissez à ce que je viens de dire et je suis certain que vous allez bien saisir ce que j'ai dit. Il en va de votre vie. Ah, maintenant, moi je suis là pour vous proposer, pas pour vous imposer. Moi je comprends un truc, c'est que si une personne elle est toute la journée au travail, quand même son objectif Ça n'a rien à voir. Alors c'est vrai que des fois, si je peux être la moitié du temps et je suis là-bas, ça peut être quelque chose de négatif. C'est vrai. Mais des fois quelqu'un il est obligé. Voilà, saute. Il a besoin d'être comme ça. Alors, c'est vrai que c'est pas sain. Ça me permet pas toujours de. Pour l'instant, ne pas se mettre dans des situations comme ça. C'est possible, mais chaque cas est un cas, vous voyez, je ne peux pas parler de... Chaque cas est un cas, mais moi je parle du principe. Après, comment on concrétise ça dans chaque cas, ça c'est après à voir. Mais c'est un état d'esprit. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est cette mes coups d'échette. Donc voilà, moi je vous signale ce à quoi vous engagez sous la roupa. Vous pouvez baisser le doigt. Si vous dites non, ben non. Alors baissez le doigt. C'est possible. C'est une éventualité. Mais si vous laissez... C'est compliqué quand même. Eh ben oui, je vous laisse penser à tout ça. C'est pas très compliqué, c'est ce que votre mère, je la connais pas, mais votre grand-mère forcément a fait. C'était comme ça de mère en fille. Maintenant, chez les goïms, malheureusement, c'est pas comme ça, ouais, ça j'accepte, mais c'est la façon, le mode de vie juive. Et je vais vous dire peut-être, permettez-moi de continuer un petit peu. Allez-y, il y a une question? Ouais, non? C'est bon. Très bien. Alors maintenant, je rajoute un petit peu. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que l'homme, il n'est pas Mekoudash? Ouais. La femme, elle est Mekoudeshet. Pourquoi ça se passe comme ça? Je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi le mode de vie juive exige pareille chose? Pourquoi? Pour la raison suivante. Il faut savoir que l'âme de la maison, c'est la femme. Tout ce que vous pourrez entendre, le mari, il est avrer sublime. C'est l'idéal de l'idéal. Le mari avrer, ça doit être une source d'inspiration. Mais celle qui est dans le tachles, qui donne le ton à la maison, qui donne la chaleur à la maison, qui donne l'humeur à la maison, qui donne l'âme dans la maison, c'est la femme. C'est sur elle que tient la maison. Une maison sans maman digne de ce nom, c'est une maison qui s'écroule. Alors c'est vrai que, je précise encore une fois, la maman a besoin de tirer son énergie dans un mari qui en vaut le coup, aucun doute. Pas un nigo. Parce qu'un nigo ne donne pas d'énergie, il en prend. C'est quoi un nigo? C'est noté d'ailleurs. Mais celle qui effectivement concrétise le projet d'une maison juive, c'est la femme juive. Parce que ce projet a durant toute l'histoire été le bastion du peuple juif. Si le peuple juif est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les maisons juives ont été ce qu'elles étaient. Lorsque la maison juive s'effrite, c'est le peuple juif qui s'effrite. Lorsque la maison juive se fragilise, c'est le peuple juif qui est fragilisé. Le bastion du peuple juif, c'est les maisons. Les Baté Midrashot, mais pour que le Baté Midrashot soit correctement fréquenté, c'est la maison. S'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de Baté Midrashot. Et pour qu'il y ait quelque chose de fort, ça demande que l'on considère sa maison comme l'objectif numéro 1. Pour une maison goy, on n'a pas besoin que la maison soit notre objectif numéro 1. Qu'est-ce qu'il faut dans une maison goy? Il faut donner à manger. Il faut quoi? Nettoyer. Il faut... donner de l'amour aux enfants et plein de choses comme ça. Est-ce que les goyim ils donnent l'amour à vos enfants? Bien sûr. Ok. C'est pas des animaux. Oui, certainement pas. Mais l'amour, c'est quoi? Un bisou? C'est tout? Qu'est-ce que vous considérez comme l'amour aux enfants? On transmet quelque chose, qui sont importants. Non, attendez, je reprécise ma question. C'est-à-dire quoi donner de l'amour à un enfant? Lui faire 2 bisous, 3 bisous? Non, ça veut dire s'asseoir avec lui, faire des devoirs avec lui. Ok, d'accord. Mais c'est pas simplement. Ok, donc ça veut dire qu'il faut
Et ça, combien de maisons goy sont comme ça, je ne sais pas. Mais disons, je vous l'accorde. Mais c'est pas simplement faire des devoirs avec lui. Ok, on n'est pas là pour en faire des machines à travailler. Il faut s'asseoir avec lui pour lui inculquer l'amour de la Torah, l'amour des valeurs juives, pour lui injecter des forces qui lui permettront toute sa vie de progresser. Parce que la femme juive, ou la maman plus précisément, a accès à des zones dans le cœur des enfants auxquelles aucune autre n'a accès. Il y a des zones dans le cœur d'un enfant dans lesquelles la maman a accès et que nulle autre personne n'a accès. Et pour y pénétrer, il faut beaucoup de savoir-faire, d'investissement, de savoir-faire, d'investissement. Donc il faut que ce soit l'objectif numéro 1. C'est ça qui me permet de réaliser ce que je dois réaliser. Mais si je le fais Bederech Hagav, il faut que mon fils il ait 20 sur 20 aux examens. Allez, viens, on s'assoit, mon fils, viens. Alors vas-y, dis-moi, cite-moi tes tables de multiplication, sors-moi ton cahier d'histoire géo, d'anglais, viens, on bosse. C'est pas ça. Ça nous intéresse pas, ça. Il faut donner soif à l'enfant. Il faut lui donner, pas seulement soif, il faut lui donner le chibour. C'est beaucoup plus que technique. C'est quelque chose d'un investissement psychologique, émotionnel considérable. Si c'est au deuxième rang, chlet. Vous savez ce que ça veut dire ça, moi? Voilà. Ça, c'est le yesod de l'engagement de Mekou Deshet. L'homme, il n'a pas besoin d'être Mekou Dash à une maison. Parce que lui, Charlie Stader Biladav. On peut s'arranger sans lui, même en son absence. Daïk, il faut qu'il soit derrière, il faut qu'il... Mais la maman juive, c'est elle le Ikar à Ikarim. C'est elle ouais. On peut parler des heures de ça, mais qu'on n'a pas. Donc, je dis, c'est ça l'engagement de Mekou Deshet. Ça, c'est ce que Tosfot nous explique. Et comme je le répète, c'est ça qui donne fondamentalement, dans le long terme, la plus belle des satisfactions. Imaginez, au moment où on parle Theresa May, chez elle. C'est le premier ministre britannique. Ah, bien sûr, là. Déchu, voilà. Voilà. Et imaginez-la chez elle maintenant. Ah, Khalash Meod. Pourquoi? Khalash Meod. Moi je vous signe, Khalash Meod. Parce que c'est normal, elle a quitté le truc. Soit, Khalash Meod. Ok, on est d'accord, pourquoi, comment Khalash Meod. Mais imaginez une grand-mère juive qui n'était pas première ministre, qui a tous ses petits-enfants qui viennent, des gens de qualité. Elle est inondée de fierté, inondée de satisfaction, inondée de joie de voir ce qu'elle a réussi à faire. C'est pas vide, c'est pas technique, c'est pas sur le mur, c'est en elle ce qu'elle a réalisé. Le Ham Israël, quand il s'engage à être un Goy Kadosh, c'est aussi l'engagement avant le mariage qui vient avec Hachem. L'engagement du mariage avec Hachem, c'est d'être un Goy Kadosh. Ça veut dire que la Torah n'est pas une valeur parmi les autres. J'ai plusieurs pôles d'intérêt. Parmi eux, la Torah. J'ai ça, et entre autres aussi la Torah. Goy Kadosh, ça veut dire que même quand je mange, je dois manger pour remplir mon rôle de juif. Même quand je dors pour remplir mon rôle de Ben Israël, de Ben Melech. Même lorsque je vais en vacances, c'est pour remplir mon rôle de. Ça, c'est un Goy Kadosh. Ça veut dire, comme il dit le Shulchan Aruch, regardez le Shulchan Aruch, Siman, Resh Lamed Aleph. Resh Lamed Aleph 231. Il dit qu'un juif qui mange, c'est pas stam. Manger pour avoir les forces. Donc c'est pas une mitzvah de manger, certes, mais c'est un cher mitzvah. On élève donc la nourriture à un niveau très élevé quand on le fait avec la kavana nécessaire. Quand on dort aussi, si on dort avec la kavana nécessaire, c'est aussi splendide. Ça, c'est Goy Kadosh. C'est pas que j'ai des points d'intérêt, évidemment, j'ai des convictions religieuses, donc j'ai des devoirs que je réalise à certains moments de la journée. Le matin, je mets les tefs, je fais ma prière, Birkat Hamazon, bien entendu, mais après, je vis comme un goy, évidemment kasher, mais
les mêmes pôles d'intérêt que le goy, mais j'ai des devoirs eu égard à mes convictions religieuses. C'est pas comme ça. Un juif qui travaille, il travaille autrement. Qui mange, il mange autrement. Qui dort, il dort autrement. Qui se repose, il se repose autrement. Tout est différent parce qu'il y a un objectif. Et c'est ça Goy Kadosh. Est-ce que c'est clair? Voilà donc pourquoi à chaque fois que le Ham Israël aussi doit créer une structure d'accueil à Hachem, une maison à Hachem. L'objectif c'est la Sod Dina Batartonim. Il doit créer cette structure d'accueil pour accueillir Hachem ici-bas. Pour créer une structure d'accueil digne de ce nom, il faut un investissement idéal. Idéal. Qui demande que l'on se consacre avec un caractère exclusif. C'est comme ça qu'on crée cette structure d'accueil à Hachem dans le monde. C'est comme ça qu'une femme juive pourra créer cette structure d'accueil. Et n'ayez pas l'impression que se consacrer, ça bride, ça frustre, c'est ça le pnimi. Quand quelqu'un, je vais vous dire très rapidement, quelqu'un qui a le sentiment profond qu'il fait les choses qu'il faut qu'il fasse, c'est là où il a le plus grand simcha. Chaque fois qu'il a le sentiment qu'il ne se réalise pas, qu'il fait des choses bateaux, qui ne correspondent pas véritablement à son essence, c'est là où il est un peu tangent. La plus belle des simcha pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui a le sentiment de se réaliser, de faire ce que son intériorité le plus profond lui indique de faire. C'est là où quelqu'un est de simcha, parce qu'il se réalise, il réalise son aspiration profonde. Être en simcha, c'est avoir le sentiment d'avoir concrétisé quelque chose, une aspiration profonde. Quand quelqu'un a le sentiment qu'il réalise les choses de façon qui ne lui correspondent pas. Ah oui, les Français aujourd'hui, par exemple, pour revenir un peu à l'actualité aussi, il y a énormément de manifestations sur le retraite, etc. Chez le Goy, la retraite, c'est le sanctuaire. C'est le sanctuaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, selon les études, je dirais aucun chidouche, ils travaillent, ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Ils travaillent, ils ne sont pas heureux. Enfin, ils vont commencer à vivre à la retraite. Donc, si vous touchez à leur sanctuaire, je sens minimiser leurs droits. Je ne rentre pas dans les débats, mais c'est un Français normal, pour lui, il commencera à vivre à partir de la retraite. Il n'y a rien de plus triste. Il n'y a rien de plus triste. Il n'y a rien de plus triste. Il faut commencer d'emblée, toujours, à 18, 15, 18, 20 ans. Il faut commencer à... Donc c'est en se réalisant, parce que pourquoi quelqu'un n'est pas conscient de son travail? Parce qu'il a l'impression d'être utilisé, il ne fait pas véritablement ce qui lui correspond. Mais quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui trouve un investissement dans lequel il sent une correspondance, une concrétisation, une réalisation de son aspiration la plus profonde. C'est ça la simcha. Le sipouk. Le sipouk, c'est un mot clé dans la vie. Le sipouk génère la simcha. La satisfaction génère la simcha. Si quelqu'un a le sentiment de faire des choses qui ne le remplissent pas de satisfaction, alors il ne sera jamais heureux. La satisfaction provoque la joie. Et pour avoir de la satisfaction, il faut faire des choses dont on sent qu'on réalise quelque chose de grandiose. Si on sent qu'on réalise des choses petites, en s'occupant que de la maison comme il peut y avoir énormément. Il peut y avoir. Maintenant, il y en a qui aiment bien sortir. Ouais. Mais oui. Alors, je dis pas que. Faites attention à ce que je dis. Je dis pas que quelqu'un va faire. Et ça demande plus d'efforts, plus de sacrifices, certainement. Je décide de ne pas faire ça ou ça. Mais il faut faire attention dans ce qui peut donner l'illusion, une forme d'illusion de concrétisation de sa personne, parce que ça donne un pseudo-kavod. Qu'est-ce que tu fais? Mère au foyer, moi je suis... vous voyez? Mais quelque chose qui béhémet donne de la satisfaction. Il y a des choses qui béhémet donnent de la satisfaction. Et ça se voit à 40, 45, 50 ans. Quand on regarde dans le rétroviseur, est-ce qu'on a été satisfait de ce qu'on a fait? Mais il y a des fois des choses qui nous dévient, qui nous distraient, ça, le Yetzirah, il existe aussi dans ça.
Mais en général, les femmes qui sont toute la journée en train de... Je n'ai pas dit il faut toute la journée. Vous m'avez, il y a une demi-heure posé la même question et je vous ai répondu. Je ne vous ai dit pas toute la journée. La moitié de la journée. C'est épuisant, là, Ah, d'accord. Vous savez, étudier aussi, c'est épuisant. Travailler aussi, c'est épuisant. La question, elle est, est-ce qu'on a le sentiment, quand on voit nos enfants dormir et qu'on voit des enfants qui poussent comme de bons gars, des bons gars. Vous savez ce que c'est un bon gars? Ok. Est-ce que vous avez une satisfaction quand vous voyez des enfants être des bons gars? C'est énorme. Alors des gars bizarres, à moitié, etc. C'est dur. Ça, c'est pas de la satisfaction. Non, ça, c'est pas de la satisfaction. C'est pas de la satisfaction. La satisfaction... On aura la satisfaction quand on aura un retour. Ouais, c'est ça, mais même, c'est vrai, mais il y a même au quotidien, il y a une satisfaction. C'est pour ça qu'il y a court, moyen et long terme dans les objectifs. Il faut savoir, mais j'ai une satisfaction de faire pousser, de faire grandir, de créer des êtres. De créer des êtres, pas biologiquement, de créer des êtres dans leur intériorité. La femme a une force créatrice. Si elle a l'impression que sa force créatrice se résume à créer des êtres biologiquement, c'est pas ça l'objectif. Ou bien des êtres qui connaissent beaucoup, si c'est pas ça. C'est créer des êtres. Vous savez ce que c'est être un être? Créer des hommes. On ne naît pas homme, on le devient. Et c'est ça qui apporte satisfaction, créer des êtres. Ok? Non, comme la montre m'a dit que j'ai déjà dépassé un petit peu, alors je termine là-dessus. Quand les anges disent Kadosh, 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 ils disent que Hachem, pourquoi ils disent 3 fois Kadosh? On nous dit dans Valet Zion, Kadish bishme meromai la bet shechilte, Kadish ala ravat gevurte. Connaissez donc dans Valet Zion. Ça veut dire qu'Hachem est Kadosh, inaccessible pour les anges. Les anges ne peuvent pas saisir Hachem. Voit son comportement, ce qu'il fait, mais pas lui-même. Les hommes ne peuvent pas saisir. Kadish alara on va te gevurter. Ça veut dire toutes les grandeurs d'Hachem, on ne peut pas tout saisir. Et Hachem, il est kadosh, ça veut dire qu'il s'inscrit, il est intemporel. Ça veut dire, Bekitsour, il est immense. Ni les anges ne peuvent le saisir, ni... Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Oui. Ni les anges ne peuvent le saisir, ni les hommes ne peuvent le saisir, ni le temps a d'emprise sur lui. Mais quand même, Melo Kolaretz Kevodo, ça veut dire que, comme nous dit le Malbim, le centre d'intérêt d'Hachem, c'est l'homme. Malgré son immensité, le centre d'intérêt d'Hachem, c'est le peuple juif, le juif, chaque juif. Avec toute son immensité, il s'intéresse à nous, à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous pensons. Il a une attente de nous, en particulier. Pas simplement au niveau de la nation. Mais l'Okolaretz Kevodo, il est là, son Sha'ashua, malgré les milliards de malachim qu'il a, ce qu'il chérit le plus, c'est le juif. Il aime être à côté de lui. Mais l'Okolaretz Kevodo. Voilà donc cette réciprocité du Matan Torah. Kadosh Baruch Hu s'est donné à nous, nous nous sommes donnés à lui. Goy Kadosh. Hashem Tzivakot Melo Kol Haaretz Kevodo. C'est dire l'importance de chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacune de nos tfilotes, chacune de nos réalisations. C'est pas des choses légères.